Et pour en parler justement de cet acte 8, nous sommes avec Gamal Abina, militant associatif et réalisateur, ainsi que Serge Federbusch, président de l'association Aimer Paris et candidat au municipal de Paris 2020. Messieurs, merci d'être avec nous ce soir sur RT France. On le voit, acte 8 qui redémarre après une certaine accalmie pendant les fêtes. Ce mouvement, selon vous, va perdurer encore ? En fait, il a surpris beaucoup de monde, y compris moi-même aujourd'hui, donc je suis allé voir un peu ce qui se passait. Effectivement, je crois que je n'ai jamais vu autant de monde. Quand on voit, quand on entend les chiffres qui sont donnés par la préfecture de police, 50 000 personnes dans toute la France. 3 500 à Paris. Et 3 500 à Paris, mais c'est purement et simplement grotesque. Je crois que vous pouvez rajouter au minimum un zéro. Donc, et ce genre d'analyse, évidemment, décrédibilise complètement ceux qui la tiennent. Alors, ce qui est faux pour les chiffres, il est facile d'en inférer que c'est faux pour tout le reste. Donc on voit bien comment les choses se passent, ça se passe toujours de la même manière. En fait, là, la manifestation a été autorisée, mais elle a été bloquée, donc les gens se sont dirigés sur d'autres axes. Il y a eu un éparpillement et des violences ont commencé à être commises. Donc il y a vraiment une mauvaise gestion de cette situation, aussi bien dans l'origine que dans la façon dont les choses évoluent. Je pense que c'est ça, et ça ne fait qu'attiser. Ce qui attise aussi, très clairement, ce sont les déclarations un peu incendiaires d'Emmanuel Macron ou de Benjamin Griveaux, qui parlent d'agitateurs, qui parlent de factieux, qui parlent de gens qui veulent renverser la République, alors que, bon, en même temps, on les autorise à manifester. Donc tout ça est incohérent, et c'est pour ça, en fait, que on a l'impression que le feu va s'attiser et s'alimenter lui-même. Gamal Abina, vous êtes d'accord avec cette analyse? Finalement, le gouvernement utilise des propos pour pointer du doigt les gilets jaunes. Emmanuel Macron qui vient de déclarer d'ailleurs que les gilets jaunes ont fait état d'une extrême violence. Ils sont venus attaquer la République. On a entendu Benjamin Griveaux dire qu'ils ont attaqué la Maison France. Est-ce que c'est une stratégie du gouvernement justement pour les décrédibiliser? Bon, déjà, on va commencer par la première des choses. Les gilets jaunes ne sont pas les chemises brunes. Le problème du gouvernement, c'est qu'il a joué la carte du pourrissement de la relation. On a entendu toutes sortes de dérives, antisémites, homophobes et je ne sais. En vérité, c'est une stratégie gouvernementale qui a été une énorme erreur de communication une fois encore. Malheureusement, ils sont vraiment experts en matière d'erreurs de communication, en diabolisant la partie adverse et en la disqualifiant de fait par des termes extrêmement injurieux, pour le coup. On va chercher jusque chez les nazis, quand même, pour essayer de trouver des références violentes. On essaie de donner le sentiment que la population va se détacher de ce mouvement et que finalement, les gilets jaunes méritent d'être punis, parce que c'est un peu ça dont il était question. Des voyous, des casseurs. Le problème, c'est que la question de fond n'a pas été réglée. Effectivement, ils ont reculé sur pas mal de questions, mais la vraie question de fond, c'est un malaise général de la société française. Et là, aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, et ça, c'est important de le rappeler, c'est que c'est les manifestations révolutionnaires, entre guillemets, c'est pas la République qui est en danger, c'est exagéré, qui se font que le samedi. Donc on voit bien que ce sont les travailleurs pauvres ou ceux qui ont peur de devenir pauvres qui viennent manifester le samedi parce que le reste du temps, ils sont en famille ou ils travaillent. Sur leur jour de repos, donc. Absolument. Donc c'est vraiment une révolution, entre guillemets, de week-end, de samedi. Vous voyez ? Et cette protestation, selon vous, va prendre de l'ampleur, Monsieur Federbusch ? On l'a senti, hein, c'est une certaine exaspération. Les bureaux de Benjamin Griveaux ont été aussi attaqués, suite aux propos peut-être qu'il a tenus hier. Alors par le fait des hasards, du hasard complet, je vais vous donner un témoignage de première main parce que j'étais effectivement dans le cortège qui a été dévié vers les rues de Grenelle, rue de Varennes, etc. Et il y avait une espèce de chantier, effectivement, où 2 ou 3 personnes se sont emparées d'un petit engin comme un tout petit bulldozer. Et je pense que c'est le fait du... Bon, je ne vais pas contribuer à l'enquête et ce n'est pas du tout mon propos, mais je crois que quand on va parler de complot contre la République, justement, on va se fourvoyer. Les déclarations de Laurent Nunez sont complètement fausses. C'est-à-dire que les gens ont pris effectivement cet engin de chantier et le premier ministère qui était à proximité du chantier en question, c'était, je crois, par le fait du hasard, celui de M. Griveaux. Alors comme la veille, il avait eu justement des propos incendiaires, il va pouvoir dire que c'est une atteinte à la République. Là, je crois qu'il y a une part de hasard. Mais les mouvements collectifs comme ça comportent toujours une part de hasard. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'un jour, peut-être, ça puisse vraiment dégénérer. Moi, ma crainte, c'est qu'à un moment ou un autre, un policier, un CRS ou un manifestant soit vraiment victime d'une action homicide, qu'il y ait des morts, et à ce moment-là, ça prendra une autre tournure. Il y a eu des agressions, on a vu ce CRS tabassé sur le pont. Oui, deuxièmement, il y a aussi le fond du problème, c'est-à-dire que c'est un mouvement lié à la paupérisation.
les gens en province en particulier n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus joindre les deux bouts. Et donc c'est un peu un mouvement de gens désespérés et exaspérés. C'est une révolte du désespoir. Et contre le désespoir, c'est pas 100 €, moins 10%, moins 20%, moins 30%, une fois de temps en temps, qui vont changer quoi que ce soit. Donc on est dans une impasse et tout est en place pour que, en particulier avec le caractère un peu suicidaire de l'attitude gouvernementale, c'est-à-dire d'attiser quand même la haine et de jeter de l'huile sur le feu, les choses continuent effectivement de se développer. Gamal Abina, un grand débat est attendu qui devrait durer jusqu'en mars pour tenter de trouver des solutions. Que faut-il attendre selon vous de ce grand débat ? Déjà, il faut déjà que le gouvernement ouvre ses oreilles en grand et qu'il se mette à la place des gens qui lui parlent. Le souci principal, et monsieur a raison de le souligner, c'est qu'effectivement, il y a un désespoir qui s'est installé durablement et c'est pas d'hier, ça fait 40 ans. Alors, à la décharge de Macron, je dirais, comme l'a très bien dit Mathieu Kassovitz chez vous, c'est qu'il vient d'arriver depuis 1 an et demi et finalement, il est héritier de 40 ans de gabegie. Il est héritier, mais il a entrepris des mesures finalement qui n'étaient pas forcément prioritaires pour résoudre cette question. La suppression de l'ISF, ce genre de mesures. L'ISF, c'est cosmétique. C'est juste une symbolique. L'ISF, ça ne représente rien sur le budget de l'État. Sur un budget de 300 milliards, c'est même pas 1%. C'est pas le problème. C'est vrai qu'en termes, sur le plan de la morale, on dira, pour moraliser la vie publique et surtout la question fiscale, il aurait dû le rétablir. C'est une faute de sa part. Bon, le motif par des questions de se dire qu'on peut déporter effectivement ses capitaux à l'étranger, je peux le comprendre. Le problème de Macron, c'est que c'est un technocrate. C'est quelqu'un qui fonctionne uniquement sur les chiffres et pas sur la donnée émotionnelle et la donnée humaine. La seconde question qui se pose avec lui, c'est qu'il a du mal à écouter la population parce qu'il la comprend pas. Il ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Il est réellement en panique et je connais quelqu'un qui le connaît personnellement qui a dit qu'il y a un sentiment vraiment de désespoir chez lui. Il ne comprend plus ce qui se passe. Il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il est mal aimé. Et le problème, c'est comme disait très bien Mathieu Kassovitz, Macron vient d'arriver et on lui fait un procès d'intention. C'est-à-dire qu'il n'a encore rien fait et il ne peut pas avoir fait puisqu'un an et demi, c'est pas suffisant pour conduire une vraie politique de réforme. De l'autre côté, moi j'aime bien qu'on revienne en arrière à se rappeler qui étaient les destructeurs de l'économie nationale française. 2300 milliards de dettes publiques. Quand Barre lâche les commandes de la France, il y a 72 milliards de dette publique. On passe à un chiffre faramineux parce qu'on a continué à recourir à l'emprunt à l'étranger. Ce qui est une première des erreurs, d'ailleurs souvent on l'entend dans les manifestations. La seconde erreur, c'est qu'on a mis à contribution massive les Français. La bonne nouvelle que je peux annoncer ce soir, c'est qu'apparemment, en 2019, on devrait ne plus avoir à payer la CSG et la RDS. Il y aura des comptes de la sécurité sociale qui seront excédentaires de 700 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on a mis à contribution de force les gens. Personne n'en voit le bout. On voit des impositions partout. Enfin, c'est le pays le plus imposé au monde, quasiment aujourd'hui, par toutes les mesures, quelles qu'elles soient, que ce soit la succession, que ce soit l'impôt direct, indirect, une TVA 10 et 20%. Et les gens ne comprennent pas qu'on leur tape tout le temps en portefeuille, RDS, CSG renforcé, enfin, ça n'arrête jamais, pour des comptes qui continuent à être déficitaires. Donc, le problème du gouvernement aujourd'hui, s'il veut être entendu, c'est qu'il vienne un petit peu à un niveau de raison, à savoir, il explique simplement quelle est la vraie situation. Le risque que la France encourt si elle n'a plus accès aux financements internationaux et au jour où il arrive à une cessation de paiement, il n'y aura plus de services publics. C'est ça qu'il faudrait qu'il explique. Et malheureusement, M. Macron ne sait pas faire ça. Alors, l'exécutif qui table sur l'ouverture d'un grand débat national, en tout cas pour calmer la colère des Gilets jaunes. Certains manifestants, eux, ne veulent pas de cette concertation. Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, le groupe des Gilets jaunes, la France en colère, dénonce un piège politique pour tenter de passer outre certaines revendications comme l'instauration du référendum d'initiative citoyenne ou encore la baisse de toutes les taxes sur les produits de première nécessité. Une lettre, vous le voyez, qui a été lue en début d'après-midi sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. Écoutez. Monsieur Macron, vous accusez quelques-uns, quelques porte-voix, comme vous dites, d'une foule haineuse, de s'en prendre aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux étrangers, aux juifs, aux homosexuels. Bravo. Vous les accusez sans les nommer. Oui, monsieur Macron, vous parlez bien des Gilets jaunes de France et de leurs initiateurs. Et comble de l'ironie, vous vous demandez même au nom de qui s'adresse à vous ces lanceurs d'alerte. Et nous vous citons. Parlez au nom du peuple, mais lequel? D'où? Comment vous osez dire? Vous nous semblez bien perdus et en panique, Monsieur le Président. Vous ne vous reconnaissez donc aucun peuple? Monsieur le Président, ce mouvement que vous ne reconnaissez pas, ne vous en déplaise, s'étend et se renforce à mesure que vos concitoyens se font matraquer, gazés, enfermés à ciel ouvert, pendant des heures
dans un non-respect incroyable des droits des citoyens. Serge Federbusch, on vient d'entendre cette lettre lue à Emmanuel Macron. La colère se transformera en haine si rien n'est fait. Nous irons plus loin. Que faut-il faire finalement? Qu'est-ce que doit faire le gouvernement pour calmer cette grogne? Alors je pense d'abord qu'il faut changer d'attitude. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de prendre un peu les gens pour des imbéciles. Donc notre ami vient de dire qu'il y avait que Macron finalement c'était un peu l'héritier d'une situation très dégradée, c'est vrai, mais il a quand même ajouté un peu son grain de sel sur les plaies de la France, c'est-à-dire qu'il a pris un peu les gens pour des imbéciles en augmentant des taxes de manière subreptice, le gazole, etc., pour financer la baisse d'autres taxes. Vous voyez, donc il y a une méthode qui est mauvaise, et je crois que la grande consultation, ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est quand même une espèce de leurre au départ conçue pour faire qu'on attende que les choses rentrent dans l'ordre progressivement, pour ensuite repasser en douceur. Mais ça va pas fonctionner. Je crois que cette grande concertation, on risque de ne plus en entendre parler assez rapidement parce que de toute façon, ça ne sera plus du tout à la hauteur des enjeux, très rapidement. Donc, c'est déjà un changement de méthode. Alors ensuite, sur le fond, je crois qu'on est dans une politique. Finalement, pour comprendre un peu ce qui se passe, les gilets jaunes, c'est des gens qui sont paupérisés. Ils sont paupérisés. Pourquoi? Parce que depuis la crise de 2008, la France et l'État ne se financent que grâce à la planche à billets de la Banque Centrale Européenne qui permet des taux d'intérêt à peu près à zéro. Bon. Mais tout le monde n'en bénéficie pas. C'est l'État qui en bénéficie numéro un, ou les grands groupes, ou les grandes corporations qui arrivent à finalement bénéficier de cette aide. Mais les gilets jaunes, c'est quoi? C'est tous les laissés pour compte de ce système. Et finalement, ils sont nombreux, ils sont de plus en plus nombreux. Et comme la Banque Centrale Européenne, qui aujourd'hui nous refinance et finance l'État français qui est au bord de la banqueroute, n'ira pas beaucoup plus loin, c'est ce sentiment, c'est cette précarité qui explose aujourd'hui. Donc tant qu'on n'aura pas trouver un mode de fonctionnement différent de l'Europe et de l'Euroland, avec des investissements massifs, une politique de change qui ne lamine pas nos industries, parce que toutes les industries françaises de province sont laminées par un taux de l'euro qui est trop élevé pour elles, qui crée du chômage, tant qu'on n'aura pas vraiment pris ça en compte, le problème perdurera, et donc je crois que ça ne va pas s'arranger, ça ne peut pas s'arranger. Gamal Abina, au-delà de ces problèmes effectivement financiers, est-ce que c'est pas le personnage d'Emmanuel Macron qui finalement ne passe plus? Juste pour rebondir sur une chose qui a été dite là, je ne suis pas d'accord sur le fait que la France se désindustrialise parce qu'il n'y a pas de financement ou parce que l'euro est trop cher. C'est pas vrai, l'Allemagne est sous l'euro et l'Allemagne est une super puissance industrielle. Là-dessus, on n'est pas d'accord. Ouais. Et l'autre aspect aussi, c'est les marchés financiers qui endettent la France, c'est pas la BCE. La BCE fait son travail d'émission de monnaie pour l'Europe, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le fait de refinancer. Là, je suis pas vraiment d'accord sur le principe. Mais au-delà de ça, c'est pas très grave, c'est technique. Mais pour revenir à nos boutons par rapport à... Est-ce que c'est pas le personnage finalement d'Emmanuel Macron qui ne passe pas aux yeux des Alors, des le gilets problème jaunes? de Macron, c'est qu'il a d'abord, il a des ennemis partout. Il faut être très clair. Je veux dire, il a quand même liquidé la classe politique quand il s'est fait élire. Ça, c'était un véritable tsunami politique. Il a liquidé jusqu'au bout, jusqu'au dernier, le dernier des types de droite, quand il s'appelait déjà, qui a été écarté à la dernière minute alors qu'il l'avait soutenu. Et ensuite, pour finir, donc il a ces ennemis-là qui sont très contents de ce qui se passe et qui se satisfont pleinement. On voit Ségolène Royal qui s'apprête à revenir. On voit François Hollande, le destructeur de l'économie, qui revient. Mais Emmanuel Macron a incarné un nouveau souffle, justement. Précisément, c'est que son vrai défaut à Macron, Emmanuel Macron, c'est d'être jeune. Il est très jeune, très peu expérimenté, et c'est pas un politicien. Il n'a rien compris à la communication. Quand M. Hollande va augmenter les impôts indirects de façon violente, il le fait avec le sourire, et il le dit pas. Macron, il vous l'affiche. Il dit, mais il faut le faire parce que c'est une nécessité. Donc les Français, ils se prennent ça de façon violente à la figure et en plus, ils vous l'affichent de façon méprisante. Malheureusement, il a une attitude qui très souvent semble ou est méprisante. Je ne sais pas s'il l'est, mais en tous les cas de figure, cette façon un peu condescendante de dire à quelqu'un traverse la rue pour trouver un travail. Enfin, ça ne fonctionne pas, c'est pas opérant. Donc le problème de Macron, c'est que c'est pas un politique. Le problème de nouveaux élus députés, c'est qu'ils font des sorties calamiteuses à chaque fois. Le problème de cette nouvelle classe politique qui vient d'émerger, c'est qu'ils n'ont aucune expérience du champ politique français. Et le problème, c'est qu'en plus, il a des ennemis partout. Donc aujourd'hui, c'est devenu une problématique parce qu'il est en rupture claire avec la France. Et la France qu'il n'aime pas, c'est la France des provinces. C'est la France des laissés pour compte, c'est la France de ceux qu'on a oubliés, c'est la France d'un système ultra centralisé parisianiste. On voit bien que c'est pas les Parisiens qui manifestent, on voit bien que c'est la province qui descend sur Paris, et c'est la province qui est frustrée. Paris a tout, la province n'a rien. Il y a une réalité. Ensuite, la désindustrialisation, je suis d'accord avec vous, c'est un calvaire. Je veux dire, c'est quand même un pays qui avait créé, je rappelle pour l'histoire, c'est quand même le Concorde, c'est quand même le TGV, mais ça c'était il y a 40 ans.
Aujourd'hui, la France ne crée plus rien. Il n'y a plus cette merveilleuse puissance économique qui a existé dans les années 60-70. Aujourd'hui, la France est en train de panser des plaies, de trouver des solutions pour colmater les fuites. Et Macron est devenu le personnage, l'archétype même de la personne qui doit encaisser pour les autres. Et il ne sait pas communiquer. Donc tous ces éléments-là conduisent effectivement à une rupture avec le peuple. Alors, à noter ce soir également qu'une dizaine d'individus ont attaqué les locaux du porte-parole du gouvernement, rue de Grenelle à Paris. Ils auraient défoncé la porte avec un engin de chantier. Benjamin Griveaux, qui se trouvait dans son bureau au moment des faits, a dû être évacué. Vous voyez les précisions sur place, rue de Grenelle, de notre reporter Nadège Abderrazak. Benjamin Griveaux a eu très peur en fin de journée. Le porte-parole du gouvernement a dû être évacué après une intrusion dans les locaux de son secrétariat d'État, ici rue Grenelle. Une quinzaine de personnes ont en effet défoncé la porte du ministère. Et d'après ce qu'on nous a dit, ce que les forces de police nous ont dit ici, il s'agirait d'un engin de chantier. Nous n'en savons pas plus sur cet appareil. Les intrus sont rentrés dans la cour, sont pris à des véhicules et sont rapidement repartis. Le secrétaire d'État et ses collaborateurs ont été mis en sécurité. Le porte-parole du gouvernement vient d'ailleurs de quitter les lieux. Il était présent il y a quelques minutes pour remercier les forces de police sur place et accorder un temps de parole aux journalistes. Des ouvriers sont d'ailleurs en ce moment même en train de réparer les dégâts. Vous le voyez sur ces images, l'ampleur des dégâts, la porte complètement défoncés. Ils sont à l'intérieur pour prendre des mesures pour pouvoir réparer cette porte. Cet incident, il intervient au lendemain des propos de Benjamin Griveaux. Le porte-parole du gouvernement avait comparé les Gilets jaunes à des agitateurs qui souhaitent l'insurrection, qui cherchent à renverser le gouvernement. Des propos chocs qui ont fâché de nombreux Gilets jaunes, des propos qu'il a réitérés d'ailleurs il y a quelques minutes à notre micro tout à l'heure. Cet après-midi, vers 4h30, moi j'étais avec une partie de mon équipe en train de travailler et les personnes ont dérobé manifestement un engin de chantier qui était dans la rue et ont défoncé la porte du ministère, qui n'est pas que mon ministère, alors que le ministère également des relations avec le Parlement. Ils ont également défoncé la grille, ils ont cassé 2 voitures et quelques vitres et nous on a mis en sécurité l'ensemble des personnels qui étaient présents et puis ensuite ils sont repartis et voilà. Jamais très agréable de voir des gens défoncer à coups d'engin de chantier l'endroit où vous travaillez, mais c'est pas moi qui ai été attaqué. C'est la République, c'est les institutions, c'est la forme démocratique du gouvernement qui a été attaquée. Vous savez, ici c'est la maison de tous les Français. Donc, ceux qui ont aujourd'hui utilisé un engin de chantier pour défoncer le portail de ce ministère, ils ont attaqué la maison France. Comment ? Inacceptable, inadmissible. Moi ce que j'espère c'est que les vidéos internes permettront d'identifier ceux qui en ont été responsables et qui seront conduits devant la justice et sévèrement condamnés. Ils sont repartis, je crois, seuls, et puis je ne sais pas comment ça s'est déroulé, puisque nous, on était sortis du ministère. J'ai assisté à ça, j'ai vu la vidéo ensuite interne sur nos services de notre réseau de sécurité interne, mais je ne l'ai pas vu au moment où ça se passait, puisque c'est mon officier de sécurité qui est entré dans mon bureau en me disant « Monsieur le ministre, il faut partir ». Serge Federbusch, vous avez assisté à cette tentative d'intrusion. C'est un hasard total. Donc en fait, il y a effectivement ce chantier. Des gens ont pris un petit engin, qui est une sorte de mini bulldozer, d'après ce que j'en ai vu. Puis ils ont commencé à accélérer. Tout d'un coup, ils ont tourné sur la gauche. Et moi, je crois qu'ils n'ont pas spécialement ciblé Griveaux, qui, effectivement, on pourrait penser qu'il soit ciblé, puisqu'il a multiplié les déclarations provocatrices. Pour revenir sur ce qui se passe, c'est que le vocabulaire utilisé par Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux ou Christophe Castaner est toujours le même. Les factieux, l'extrême droite, les gens qui s'attaquent à la République, etc. Ça énerve beaucoup les Gilets jaunes, qui sont souvent des gens humbles. D'autant que vous avez assisté à cette tentative. C'est un petit groupe de personnes. À mon avis, je sais pas, j'ai vu 3-4 personnes. Et ils ont tourné, ils ont attaqué la première porte de ministère qu'ils ont vue. Ça aurait pu être le secrétariat d'État à la pêche. Vous voyez, c'est pas a priori, c'est pas Benjamin Griveaux. Alors, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, le hasard a voulu cela. Donc, moi, ce que je constate aussi, c'est que le discours ne change pas. Quand on entend Emmanuel Macron dire qu'à nouveau, on s'attaque à la République, à la Maison de France, etc., ils ne se remettent jamais en cause. Ils tiennent toujours le même discours. On a l'impression d'une sorte de poulet décapité qui continue de courir et de donner des coups de matraque avec les CRS. Mais c'est pas comme ça qu'ils vont sortir de cette situation. Je crois qu'il faut ils pensaient que ça allait se terminer. Ça ne se termine pas. Tout le monde croyait que parce qu'il y avait eu un affaiblissement du mouvement, entre guillemets,
pendant 2 week-ends à Noël et Nouvel An. Mais non, ils ont fait une erreur de calcul manifeste. Paris, il y avait énormément de gilets jaunes. Les chiffres qui sont donnés officiellement sont complètement faux et même ridicules. Et donc, il faut qu'ils changent complètement d'attitude, à mon avis, s'ils veulent reprendre la main là-dessus et faire leur autocritique et penser que ce n'est pas systématiquement en stigmatisant et en qualifiant de factieux, de forces obscures, de forces noires et de forces anti-républicaines ceux qui les contestent, qu'ils vont arriver à quelque chose, parce que malgré tout, c'est aussi parce qu'on empêche les gens de manifester sur les parcours pourtant qui sont autorisés que les choses se produisent comme ça. Gamal Abinas, le fait du hasard peut-être, en tout cas, les symboles du pouvoir sont clairement mis en cause par les Gilets jaunes. Ils voulaient marcher sur l'Élysée lors des premières manifestations. C'est tout le système politique, tout le système de la République finalement qui est remis en cause. Il va falloir passer par une réforme des institutions, une dissolution de l'Assemblée. La première des revendications, c'est le fameux référendum d'initiative citoyenne. Ça, c'est un truc qui est quand même, c'est le minimum syndical en démocratie. C'est-à-dire que le peuple soit consulté. Je donne un exemple tout bête. La France veut partir en guerre, on ne demande pas au peuple. On a un problème avec ça. Alors comment remettre un peu de représentativité de ce peuple le fait il faut cadrer ce référendum. On ne va pas faire sauter le gouvernement tous les 3 mois, mais dans tous les cas de figure, il faut effectivement donner la possibilité avec un certain nombre de personnes qui vont pousser une initiative comme celle-là, qu'elle soit au moins entendue, à minima, sinon remettre en cause le rôle du président. On avait un François Hollande qui était à 13% d'opinion favorable, il aurait dû sauter, c'est pas normal, il reprendrait plus personne. Et concernant ces histoires de violences qui ont été faites dans le ministère, d'abord, je crois très peu au hasard, surtout à l'ère d'Internet. Je ne crois pas au hasard. Ce monsieur s'est vraiment exposé. Il a été très méprisant. Il a été dans la surenchère parce qu'ils étaient persuadés. Et là, on parle d'erreur d'appréciation. Ils ont cru que parce qu'il y avait Noël et Nouvel An, les gens se sont calmés, c'est vrai, pour les fêtes. Ils se sont dit, c'est bon, le mouvement est fini. Mais ils se sont trompés. Le problème, c'est que la lecture est pas bonne. Et comme ils ont dit, c'est fini, le mouvement ralentit, et il a ralenti de fait, le 5, ça ne marchera pas. Ils ont commencé à faire la surenchère verbale. C'est une énorme erreur. Au lieu de calmer le jeu de leur côté, de telle sorte que ça se passe bien, ils ont préféré dire on va être ferme, on va être dur, on va être sans pitié. Bilan des courses, un ministère saute. Et j'ai envie de rappeler Éric Drouet, donc qui est arrêté mercredi dernier. Absolument. Il a dit quoi? Lui, il était très loin dans le délire. Franchement, il a dit on va prendre l'Élysée. Donc franchement, la surenchère verbale, eux aussi de leur côté, ils sont un peu moussés. On va marcher. On va marcher. Il a même dit prendre. Il dit on va rentrer. Il était encore plus loin. Il a expliqué le propos, certainement parce qu'il était dans l'effervescence du moment. Et le problème, c'est que ça a été entendu, ça. Les gens ont entendu ce message, il est clair. Et ils sont rentrés dans un ministère. Et il est à prévoir, et c'est probable, qu'il y ait d'autres tentatives. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que la Maison France, la République, est en danger, on dit quoi? On force les portes de la Maison France, mais finalement, il faut les accueillir. Et pas les forcer. On va rester sur ces mots de la fin. Merci beaucoup Gamal Abinas d'avoir répondu à nos questions. Merci Serge Federbusch d'avoir été présent sur ce plateau.